Merci de votre confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. La trajectoire, la transition est-elle en train de changer de trajectoire depuis l'avènement du duo Assimi-Choguel à la tête de l'État? C'est la question que nous allons tenter de répondre avec nos invités ce soir, qui sont Chambel Gimbayara, directeur de publication du journal La Voix du Peuple. Bonsoir, M. Gimbayara. Merci de découvrir pour la première fois le plateau de Regard croisé. C'est moi, merci de cette invitation. Notre deuxième invité est M. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun du mouvement de l'inclusivité, non moins membre du CNT. Bonsoir, M. Mohamed Ousmane. Bonsoir. Et notre troisième invité, M. Ibrahima Aïdara de l'ADEMA PACG, un habitué de ce plateau. Bonsoir, M. Aïdara. Merci beaucoup, M. Silivé, de votre invitation et je profite de l'occasion pour passer le bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci bien. Et notre quatrième invité, l'honorable Moulay Keïta du mouvement Faso Tchebaleou. Bonjour, bonsoir, M. Keïta. Vous êtes également membre du CNT. Hein? Oui. Merci, M. Sidibé. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la 98.1 FM ou la radio Renouveau FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. Comme l'organisation d'élections libres et transparentes, la lutte contre la corruption, la refondation de l'État, la mise en œuvre de l'accord, c'était entre autres engagements pris il y a une année par les acteurs des mouvements du changement qui ont eu raison du régime IBK. Un an donc après le renversement du régime IBK, quel bilan peut-on dresser, peut-on présenter de la transition? Avant de revenir avec mes invités autour de ce plateau, je vous propose déjà de suivre le ministre Zahabi Ould Sid Mohamed qui revient ici sur le bilan de l'an 1 de la transition en termes du DDR. Zahabi Ould Sid Lamine. Par rapport à la transition, depuis que, en tout cas, elle a débuté, elle n'a qu'un an, après tout. Bon, faut pas aussi rêver. On ne peut pas reconstruire des processus complexes comme ça en 18 mois. Mais en tout cas, à l'actif de la transition, quand ils sont venus, ils se sont attaqués à certaines questions fondamentales. Bon, dans le volet DDR, volet sécurité de l'accord. Il y a eu 2 grandes réunions de haut niveau avec tous les responsables des mouvements pour étudier quels sont les goulots d'étranglement. Pourquoi on n'arrive pas à avancer dans le volet désarmement et intégration. Et je crois que ces réunions se sont soldées, présidées par le ministre de la Défense actuel, Sadio Kamara, le colonel Sadio Kamara, et pour lesquels quand même une voie a été tracée où on a identifié quels sont les goulots d'étranglement. Parmi ces goulots d'étranglement, il y avait d'abord à connaître la question des quotas. Combien l'État, la fonction publique, de manière générale, y compris les différents corps de notre armée nationale, combien ils peuvent absorber parmi ces jeunes qui sont enregistrés. Parce que sous le régime IBK, quand même, on a aussi fait des pas importants, tels que l'enregistrement des combattants, l'État étant une continuité, et on avait commencé aussi les processus des premières intégrations, c'est-à-dire à créer l'armée reconstituée. On a screené à peu près 3000 combattants qui ont été désarmés, et sur ces 3000, il y a eu 1800 qui ont répondu aux critères d'aptitude d'incorporation au niveau des forces armées maliennes et de sécurité. Et quand la transition est venue, on a discuté aussi avec les mouvements, et je crois que ce qui a un peu le cachet spécial que je peux dire que la transition a apporté avec le ministre de la Défense, Sadio Kamara, il a été très clair. Il a dit, nous pouvons, selon notre budget, il y a 10 000 à recruter pour les FAMA, parce que quand même, vu les défis sécuritaires, le Mali a besoin d'une très grande armée. L'effectif qu'on a actuellement ne suffit pas. Mais on va aussi au rythme
de notre budget, de nos moyens. Il a dit par exemple pour 2021, il est prévu de recruter 10 000. Sur ça, le compromis que je peux offrir, c'est qu'on divise la poire en deux, on recrute, on intègre parmi les combattants du Nord, parce que l'accord le prévoit, on peut prévoir l'intégration de 5 000. Et les autres 5 000 vont être recrutés sur l'ensemble du territoire national. Ça, au moins, ça avait le mérite de la clarté. Alors, le reste, maintenant, il a dit, puisque l'intégration ne concerne pas seulement que les FAMA, l'intégration aussi concerne les services paramilitaires, il a également écrit au Premier ministre et au ministre des Finances pour demander aux autres services combien peut être absorbé. Et l'avancée importante que je peux dire, c'est qu'au moins cette question de quotas était au centre des débats et je pense qu'une solution, en tout cas réaliste, pourra être dégagée d'ici un mois. Et je pense qu'une fois que l'État dira voilà ce qu'on peut prendre, il est clair qu'il va falloir commencer à réfléchir à faire le screening de ces gens parce qu'on ne peut pas les absorber automatiquement. Ils doivent passer des visites. On doit aussi faire des enquêtes de moralité s'il n'y a pas des terroristes qui peuvent se faufiler. Et à tous ces critères, la question des droits de l'homme. Donc il y a toute une procédure. On ne peut pas seulement, certains te disent non, l'État, bon, s'il donne 5 000, il faut prendre 5 000. Non. Il n'y a aucun pays au monde qui acceptera que ces structures de sécurité nationale, les gens y entrent sans un minimum de screening, c'est-à-dire d'enquête de moralité, d'acceptabilité et aussi des critères même d'aptitude physique et intellectuelle. La déclaration de politique générale que le Premier ministre Choguel a eu à faire, c'est un document bien élaboré et qui cadre bien avec les priorités de la transition. Maintenant, est-ce qu'on aura le temps de l'appliquer? Bon, pour être franc, moi je ne tourne pas autour du pot. Je ne pense pas que tout ce qui est dedans peut être fait. Mais ça au moins le mérite, et je crois qu'il l'a dit lui-même, il dit que même si ces réformes ne sont pas faites, l'essentiel c'est qu'elles soient quand même acceptées et que, à la différence des recommandations précédentes, que cette fois-ci qu'il y ait un engagement clair que ceux qui viendraient, que eux ils feront là-dedans ce qu'ils peuvent faire, et ceux qui viendraient après eux, qu'ils s'engagent à les continuer. Donc pour la question du DDR, je crois que le document a été élaboré avec notre participation, parce qu'avant de le rédiger, quand même, il a ses mérites. Il faut le lui reconnaître. Ceux qui peuvent l'aimer, ceux qui ne l'aiment pas peuvent ne pas l'aimer, comme nous tous d'ailleurs. Mais il a le mérite qu'il a associé tous les services. En tout cas, nous avions été associés sur le volet DDR et intégration. Et il a nommé un conseiller spécial qui est chargé de dans son cabinet. Et la déclaration est le reflet de ce qu'on a eu à discuter avec lui. Et ils ont prévu un budget aussi par rapport à la mise en œuvre de cet engagement que je trouve personnellement, pour le volet DDR intégration, je le trouve réaliste. Ok, Tchambek Guimayara, il y a une année, jour pour jour, les forces du changement promotaient aux Maliens l'organisation d'élections libres et transparentes, la lutte contre la corruption, la refondation de l'État malien, la mise en œuvre de l'accord. Une année après, qu'est-ce qui a été fait concrètement dans ces domaines-là? Bon, pour juger le bilan, il est difficile, mais il reste... Pour une transition de 18 mois, nous sommes déjà pratiquement à 10 mois. On s'est donné ce deadline-là. Est-ce qu'il est tenable? C'est là toute la question. En tout cas, sur le terrain, on n'a pas d'éléments probants par rapport aux actions du quotidien qui prouvent qu'à la sortie de ces 18 mois, le Mali pourra honorer sa parole. Et cela, c'est difficile à prévoir aujourd'hui, à moins d'être un devin pour le prévenir. Oui, mais si on essaie d'évaluer déjà la transition sur la base des promesses qui ont été faites. Si l'on évalue la transition, il y a eu quand même ce qu'on appelle ici cette rectification qui est considérée comme
notre coup d'État pour l'Occident. Il y a eu cet intermède-là. Est-ce que cet intermède va permettre à ce qu'on puisse continuer le déroulé du programme, les hommes ayant changé, le dialogue ayant évolué autrement? Les acteurs sont certes les mêmes, il y a toujours une partie qui gouverne, une autre qui s'oppose, mais est-ce que la partie qui s'oppose, contrairement au M5 RFP, va être républicaine et va continuer inscrire son action dans le cadre républicain? Est-ce que ceux qui tiennent les gouvernails aujourd'hui auront l'amabilité de discuter avec les autres, les associer pleinement au déroulé? Mais je crois, moi, de mon point de vue, mon intime conviction est que c'est cette donne-là qui est en tout cas bonne pour notre pays pour qu'on puisse passer ce cap-là. Sinon, les éléments sont insuffisants. À l'orée, on peut dire que c'est difficile de tenir la date, mais aussi repousser deviendrait de convaincre la communauté internationale et de trouver l'argument nécessaire pour aller au-delà du temps. Ok, M. Keïta, qu'est-ce qui a été fait pendant ces 12 premiers mois de la transition? Bon, moi, je dirais qu'il y a beaucoup qui a été fait. Comme il a si bien dit, il y a eu une interruption. Peut-être vous allez vous approcher un peu au micro. Il y a eu une interruption, mais je souhaiterais aujourd'hui que les Maliens, les intellectuels ou que ce soit les hommes politiques qui se posent la question. Oui. Parce que dans leur débat, quand je les écoute, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a eu un coup d'État, il y a eu une charte qui est en symbiose avec la Constitution qui a été validée par la Cour constitutionnelle. Après, il y a eu une rupture. Et dans la charte, on dit que la transition commence à partir de l'investiture du président de la République. Qu'on arrête de tourner autour du pot. La transition vient de commencer et ça ne fait que 2 mois. Parce que Assimi Goïta a prêté serment. Si on s'était juste arrêté au serment prêté par Bandaou, on pouvait dire que bon, voilà, ça fait 1 année de transition. Mais dès que le colonel Assimi Goïta a prêté serment, la transition vient de commencer 2 mois. Et faire le bilan 2 mois, moi je trouve que c'est aberrant. Après 30 années de désastre au Mali, de vol, de pillage, ou je ne sais pas, où on a vu aujourd'hui, pendant ces 30 années, l'armée qui a été complètement détruite par les démocrates en cherchant à préserver le fauteuil présidentiel, ils ont détruit l'armée. On a vu que les armes ont été prises ici et détruites, soi-disant qu'on a besoin d'une armée pour le développement. On n'a pas besoin d'une armée de guerre ou de combat. Alors que l'armée malienne était citée en exemple sur le plan sous-régional. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que la transition est en train de faire pour reconstituer cette armée? La transition est en train de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est la grande muette qui est au pouvoir, c'est pas les hommes politiques, parce qu'un homme politique, quand il pose un acte, il appelle le monde entier pour essayer de fleurer là-dessus. Mais eux, ils sont en train d'avancer sur le terrain et tout le monde le sait. Et on est confronté aujourd'hui à un problème de terrorisme qui n'est pas seulement au Mali, c'est toute la sous-région. D'accord. Et là, aujourd'hui, la population doit prendre conscience et aider cette armée à faire face par rapport au terrorisme. Ok. Monsieur Haïdara, comment vous présentez, vous voyez également les tableaux de cette transition? Bon, moi, je vais les 12 premiers mois. Oui, pour moi, je vais être beaucoup plus cartésien, même si je ne suis pas du tout sur la même longueur d'onde que M. Keïta, parce que, quoi qu'on dise, c'est les politiques qui doivent diriger un pays. C'est comme ça, n'en déplaise. C'est-à-dire que personne, il est interdit à personne d'être politique. Demain, on est de l'organisation de la société civile, on veut faire la politique, on s'engage sur la politique, c'est aussi simple que ça. On est militaire, on veut faire la politique, on fait la politique. Maintenant, il y a eu une rupture constitutionnelle. En tout cas, il y a eu une rupture de déroulement normal des choses. Nous l'avons tous accepté et on s'est dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je pense que c'est justement avec les militaires qu'on a organisé, en tout cas des assises, pour sortir avec des documents. Parce que pour moi, on parle tous de Malikroa, on parle de changement, on parle d'un certain nombre de choses. Justement, on veut éviter des discours comme ça, parce que jusque-là, on n'a pas eu de réponse quand vous avez posé des questions par rapport à l'armée, qu'est-ce qui est fait, etc. Il s'agit aujourd'hui d'être beaucoup plus clair pour les Maliens. Ouais. Et pour moi, et aujourd'hui, le principe est qu'il y a un certain... Je vais essayer même d'être cartésien. Nous avons un certain nombre d'éléments qui constituent pour moi la transition. C'est d'abord le cadre institutionnel. Ensuite,
un plan d'action pour qu'on sache, pour avoir une visibilité, une lecture sur les actions à mettre en œuvre. Et après, nous avons la mise en œuvre de ce plan d'action et après une évaluation des résultats de ce plan d'action. Donc, si nous regardons ce qui est mis en place, le cadre institutionnel a été mis en place. Le Premier ministre vient d'adopter son plan d'action, même s'il y a eu un Premier ministre, il y a eu M. Mokhtar Wane qui avait adopté un premier plan d'action. Il y a eu, entre guillemets, une rectification de la transition. Donc le Premier ministre, Dr Choguel Maïga, vient aussi d'adopter son plan d'action. Quoi qu'on dise, le CNT, par exemple, n'a pas été mis en place maintenant. Le CNT a été mis en place il y a un bon moment. Donc cela fait partie naturellement des institutions de la transition. Ce n'est pas parce qu'il y a eu rectification telle qu'on le dit qu'il y a eu, qu'on va dire que tout repart à zéro. Oui. Ça ne marche pas comme ça. Il y a eu des avancées, il y a eu en tout cas des actions posées. Et il y a eu certaines avancées. Par exemple, il y a eu le paiement des arriérés des cheminots, il y a eu, on a aujourd'hui une lisibilité sur les actions à mettre en œuvre. Nous avons aujourd'hui, quoi qu'on dise, on sent une certaine cohésion au sein de l'armée. Avant, on parlait de béret rouge, de béret vert, un certain nombre de choses. Mais nous sentons cette cohésion au sein de l'armée. Et ensuite, nous avons, en tout cas, sur un certain nombre de plans, des actions sociales par-ci, par-là. Mais pour moi, cela reste des actions très opérationnelles. Aujourd'hui, quand on parle de refondation, il s'agit d'apporter des vraies réformes au pays. Et ce ne sont pas des actions comme ça qui sont des réformes. Ces actions sont indéniables, sont indispensables parce que ça fait partie du déroulement normal d'un État, ça fait partie du fonctionnement normal d'un État. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de mettre en œuvre des vraies réformes pour éviter justement tout ce qui était dénoncé. Mais si vous regardez de près, aujourd'hui, quel est le message qui a fait sortir les Maliens dans les rues? C'est la lutte contre la corruption, c'est la cherté de la vie, c'est le problème de l'article 39 des enseignants. Toutes ces questions sont... Rien n'a été fait sur ces différents chantiers? Non, je ne dirais pas que rien n'a été fait, parce que si on prend le cas de l'article 39, qui avait été finalement accepté sous le régime de fin IBK, mais qui a été appliqué sous le régime... Oui. En tout cas sous la transition. Et cela est un acquis de la transition, en tout cas dans sa mise en œuvre. Et cela n'a pas été fait ça a été fait bien avant le Premier ministre actuel. Donc ça, c'est un bilan, et cela rentre dans le bilan de la transition. Donc on ne peut pas dire que cela doit être mis de côté parce que la transition vient de commencer. Donc pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, pour moi, les questions fondamentales qui sont sur la table, qui ont été mises sur la table pour justement faire partir le régime IBK, sont encore sur la table et il faut s'attaquer à ces questions, même s'il y a un début de solution qui a été trouvé à certains de ces problèmes. Ok. Mohamed Ousmane, déjà sur le bilan de la transition, quel regard vous portez sur ce tableau? Bon, je crois d'abord il faut situer les deux périodes. Je crois qu'avec la période Badaou, nous avons perdu beaucoup de temps et en partie c'est la faute à la communauté internationale. Les Maliens, le CNSP n'a pas été écouté en son temps pour s'assurer qu'il va faire vraiment de bons choix. Donc ça, il faut tirer ces leçons pour dire qu'à partir de cet instant, nous devons d'abord réfléchir par nous-mêmes Maliens. Qu'est-ce qu'il faut pour les Mali et de quoi les Maliens ont besoin et les autres doivent nous accompagner. Et je crois que, comme l'a dit mon collègue Keïta, il faut considérer qu'il y a deux périodes. Il y a une période où on est en train, au lieu d'aller vers la rupture par rapport aux anciennes habitudes, nous avons tenté de dupliquer ce qui s'est passé. On a fait marche arrière. Et on est arrivé à un moment donné où vous avez vu le chef de l'État, Bandaou à l'époque, tous les jours il était dans les airs en train de voyager. Je crois qu'il n'a même pas fait une seule visite à l'intérieur du pays. Pendant que son vice-président voyageait, il passait sur le terrain, il remontait le moral aux troupes, il faisait ce qu'il devait faire. Donc il est extrêmement important de considérer que le plus important des travaux qui devaient être faits, c'est de créer la cohésion dont il a parlé. C'est vrai, ce n'est pas un investissement, une infrastructure qu'on peut voir, mais il fallait d'abord mettre en confiance les Maliens. Il fallait d'abord réconcilier le corps militaire. Il faut redonner le moral à tout le monde. Il faut calmer le front social, il faut régler beaucoup de problèmes pécuniaires. Et je crois qu'à ce niveau, la transition a fait beaucoup de choses, particulièrement avec la période de la rectification. Et là, on sent vraiment qu'il y a vraiment une rupture, on est rentré dans le changement. En écoutant tout à l'heure Zabi, la période de rectification dans ce cadre sécuritaire a apporté une innovation majeure
vous avez remarqué qu'il y a un ministre qui est dédié à l'accord. Et un des problèmes majeurs de ces processus, c'était la multiplication d'acteurs. Vous avez un haut représentant, un ministre de la Réconciliation qui représente le gouvernement, et chacun des ministres défendait un secteur et il avait la responsabilité de mettre en œuvre le secteur sur le plan logistique, sur le plan des ressources humaines, sur le plan des moyens et même sur le plan politique. Donc ça nous a fait perdre énormément de temps. Aujourd'hui, l'accord, son leadership est assuré par un seul département. Et le dernier Conseil des ministres, vous avez constaté que des décisions importantes par rapport à l'assainissement des structures de mise en œuvre de l'accord a commencé au niveau de ces institutions, notamment la commission d'intégration, et certainement que d'autres vont suivre. Oui, mais donc, nombreux sont les Maliens aussi qui attendaient cette transition sur le chantier de la lutte contre la corruption, par exemple. Je crois, comme j'ai dit, chaque activité mérite d'être préparée. Oui. Aujourd'hui, il y a un débat qui est en train de se passer. Est-ce qu'il faut mettre en place la Haute Cour de justice? Est-ce qu'il faut ceci? Est-ce qu'il faut cela? Il y a ce débat-là. Oui. Et je crois que la justice n'a jamais dit que ces dossiers-là ne seront pas pris au sérieux. Et au niveau politique, en tout cas, le débat est en cours. Ça va être pris au sérieux quand? Ça va démarrer quand? Ça, ce n'est pas à nous d'en décider. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une page qui est tournée. Et je crois que ça crée déjà beaucoup de débats au niveau même du CNT par rapport à cette question des dossiers, la corruption, les questions de marché au niveau militaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce débat est en cours. Maintenant, dire aujourd'hui qu'il faut s'attendre à des résultats par rapport à ces questions et bien d'autres, je crois qu'il faut considérer que c'est un processus et l'étape la plus importante du processus, c'est de mettre l'ensemble des Maliens en phase et surtout calmer le front social. D'accord. Chambel, on a beaucoup parlé de changement de trajectoire de la transition aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que la transition est en train de prendre une autre trajectoire? Oui, les éléments qui se présentent montrent quand même une continuité dans cette rectification, même si quelque part on a la multiplicité des fronts et des foyers de part et d'autre, du front social au front politique. Cela dit, ça ne facilite pas la tâche parce que les hommes qui viennent aux affaires sont des militaires. Ils ont d'autres ressentis et d'autres visions par rapport au pays. Ils sont plus attendus sur l'aspect sécuritaire, même si sur cet aspect-là, ils ont montré en tout cas une bonne voie à suivre dans le cadre de la continuité parce que le régime précédent aussi n'a pas fait que des erreurs ou des mauvaises choses dans ce domaine-là. Sur le plan sécuritaire, l'armée a été équipée et à hauteur de souhait est en train d'être reconstruite. Mais c'est un processus long et lent. Si on se réfère à ce regard que les autres portent sur notre pays, à notre cuisine interne, aux difficultés qui se posent au Mali maintenant, on peut dire qu'on est en train de rectifier. Mais est-ce que cette rectification, est-ce que ce changement, ce cap que veulent donner aujourd'hui les autorités à cette transition, est-ce que ce cap est largement partagé? Ça, c'est toute l'autre question. Pour l'inclusivité, ce n'est que le dialogue, par le dialogue qu'on peut, sur le plan politique, réussir à faire accepter cela. Sur le front social, un moratoire, le faire signer, mais vraiment avec l'engagement de tout le monde pour le faire accepter. Et par rapport à la communauté internationale, par rapport à la diplomatie, même si on a des partenaires qui nous aident, qui sont engagés pour soutenir le Mali, et je crois qu'il faut empiéter sur cela pour que les autres aussi suivent le pas, ce qui n'est pas évident. Ok. Moulaye Keïta, la transition est en train de changer de trajectoire avec Choguel Assimi. Oui, moi je crois que le duo Choguel-Assimi, c'est la transition est en train de changer beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que cette rectification est souhaitée par le citoyen lambda, par tout le peuple du Mali. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quelque part, les hommes politiques parlent aujourd'hui à la place du peuple. Il faut qu'on arrête ça. 30 ans de gestion politique, on est là. Il est temps aujourd'hui qu'on demande, qu'on donne la parole au peuple et qu'une minorité ne parle plus au nom du peuple. C'est tout le problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Mali? On dit, voilà, ils sont en train de prendre d'autres tournures. Non, mais ce n'est pas ça. Il y a le chantier de la lutte contre la corruption qui est ouvert. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est bloqué parce qu'il n'y a pas la haute cour de justice. Cette haute cour de justice, ils l'ont créée pour eux, pour se sauver la tête. Un cadre, un intellectuel qui vole son pays
doit être au même pied d'égalité que le citoyen lambda. Le débat est là, le débat est ouvert. Et moi, je trouve que tout ce que Choguel a présenté, surtout son PAG, c'est vraiment en conformité par rapport à tout ce qui a été dit au niveau du charte, la charte de la transition. Maintenant, c'est à nous de quitter les discussions politiques, qu'on essaye de voir la réalité en face, qu'on se dit entre nous, Maliens, qu'est-ce qui est bon pour notre pays ou qu'est-ce qui n'est pas bon. Et cela doit se faire, on doit organiser, moi, à mon avis, un référendum, que les Maliens donnent leur voix par rapport à la situation du pays. Que des politiques ne s'accaparent pas de la situation pour faire un jeu. Sinon... Mais les politiques ne sont-ils pas aussi des Maliens? Il y a des politiques qui sont maliens. Il y a des politiques patriotes. Il y a des politiques, mais vraiment qui ne sont pas patriotes, qui ne pensent qu'à eux. Parce qu'aujourd'hui, la situation du pays ne permet pas à un homme politique, un vrai patriote, de parler d'élection. Aujourd'hui, là où nous sommes, le Mali ne s'arrête pas à Bamako seulement. À Ségou, on ne peut plus tourner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 30 ans, cette armée a été détruite. Il faut qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, le langage qu'on tient sur les places publiques, il y a 2 sortes de langage. Si on fait un débat scientifique, on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller aux élections compte tenu de cette situation sécuritaire qui prévaut au pays. Mais si on veut faire... Pourtant, le Premier ministre a pris l'engagement devant vous qu'il allait tenir les élections à date. S'il vous plaît, oui. Si on veut faire un débat pour le citoyen lambda, comme le font les politiques, non, Sorassou, les militaires, ils sont faits pour la guerre, mais il faut que les gens comprennent aujourd'hui, les militaires qui sont à la tête du pays, ils ont une double formation, formation militaire et formation politique. La politique, on l'enseigne dans les grandes écoles militaires aujourd'hui. La géopolitique, on l'enseigne. Donc, arrêtons de créer un fossé entre les civils et les militaires. D'accord. M. Aïdara, la transition est en train de prendre la trajectoire souhaitée par les Maliens. Oui, tu sais, vous savez, M. Sidibé, il est important qu'on définisse c'est quoi la politique finalement. Oui. Parce que, en fait, je reviens là-dessus. Nous sommes tous des citoyens et personne n'a le baromètre pour déterminer qui est patriote, qui ne l'est pas. Parce que je pense que si on regarde nos vies au quotidien, c'est en fonction des actions que chacun pose qu'on peut le traiter de. C'est pas parce que je fais pas de politique que je peux me permettre de traiter l'autre de patriote ou de non-patriote. Tous les citoyens sont d'abord patriotes et ensuite c'est nos actions qui font qu'on peut être patriote ou ne pas l'être. Y compris ceux qui ne font pas la politique et qui sont même dans les organisations de société civile. Parce qu'on ne peut pas se cacher derrière des organisations pour tirer à boulet rouge sur les autres et penser que non, nous on n'a rien à nous reprocher. Non, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, sur le plan politique, tout le monde ne peut pas se mettre sur le plan politique. Parce qu'on te déshabille tout de suite. Les politiques doivent avoir le dos large et accepter d'être insultés à tout bout de champ. Ouais, au-delà de ça, moi j'ai dit, je le répète, c'est notre organisation institutionnelle qui fait que nous sommes obligés de passer par un certain nombre de cadres pour parler de la gestion de la cité. C'est nous qui l'avons décidé, en toute souveraineté, de dire que nous appliquons la démocratie. Et on a les principes, les outils de la démocratie qui nous disent qu'il faut passer par tel chemin ou tel chemin pour faire la politique. C'est aussi simple que ça. Un homme politique ne vient pas d'ailleurs. Hein. On est tous citoyens. M. Keïta, demain, aujourd'hui, il est au CNT, il est politique. Quoi qu'on dise, il est politique. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est nos institutions qui nous disent qu'on les appelle comme ça. Sinon, au quotidien, chacun d'entre nous a un job. Chacun d'entre nous nourrit sa famille de façon digne, de façon honnête. Mais il est important qu'on comprenne que chacun a le droit de se mêler de la gestion de sa cité. Okay. Ça, c'est très important. Ensuite, le second élément, c'est qu'aujourd'hui, et je l'ai dit, je le répète, et le Premier ministre même l'a dit, il l'a répété tout à l'heure, la transition ne peut pas mêler toutes les réformes à bout. Mais la transition, effectivement, doit être les moyens de poser les bases d'une vraie refondation du pays. Donc, aujourd'hui, dire qu'il y a l'insécurité sur le territoire, tenir ça comme argument pour ne pas aux élections, c'est trop léger comme argument. Vous savez, aujourd'hui, le Mali était dans un ensemble.
Nous faisons partie de l'UEMOA, nous faisons partie de la CEDEAO, nous faisons partie du monde. Je l'ai répété en terre à terre, de façon très simple. Nous disons, le Mali est un pays souverain. Nous devons comprendre aussi que les autres pays sont souverains. Si demain les autres pays disent, aujourd'hui nous avons combien de partenaires qui nous disent, nous ne sommes pas prêts à vous engager dans les différents domaines de secteur de développement, tant que vous n'êtes pas sur les rails, tant que vous n'êtes pas revenu à un régime normal. Nous sommes obligés d'en tenir compte. Nous avons aujourd'hui, nous avons dit... Ma question, vous sentez déjà la touche Choguel? C'est là où, justement, aujourd'hui, le Premier ministre, Dr Choguel Maïga, est environ à 2 mois, en tout cas, de la gestion. Il l'a dit, on a... Vous sentez déjà sa touche? Nous avons un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place. Aujourd'hui, il veut aller. Moi, j'attends de voir comment les assises nationales vont se tenir, parce que je pense qu'apparemment, c'est la pierre angulaire de la politique qui va être menée. Pour moi, il faut bien organiser cela et que le terme inclusivité soit au cœur de l'organisation de cette assise-là. Et à partir de là, nous allons voir les résultats qui sortiront de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a dit, ces résultats auront un effet exécutoire derrière, auront en tout cas un cachet d'obligation, non seulement pour la transition, mais aussi pour les autorités qui viendront après la transition. Mais nous ne pouvons pas occulter ce débat de dire que nous devons aller aux élections pour qu'on puisse quand même bénéficier de ne serait-ce que de l'accompagnement de nos partenaires pour justement définitivement se mettre sur les rails du développement. Mohamed Ousmane, Choguel a promis aux Maliens de rectifier la trajectoire de la transition. En quoi il est en train de la rectifier? D'abord, permettez-moi de dire d'abord c'est quoi la trajectoire de la transition. C'était de créer les conditions de sécurité, c'était d'organiser les élections, c'était d'organiser des réformes, c'était accélérer la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Certains disent mise en œuvre intelligente, d'autres mise en œuvre responsable. C'est tout ça la trajectoire. Alors avec Bandao, effectivement, la trajectoire... C'était le respect de la charte on allait des VMB. Et avec la rectification, aujourd'hui, nous pensons qu'elle suit sa trajectoire. Maintenant, je vais aller plus loin. Vous savez, les débats de partis politiques, je crois que c'est un faux débat. Tout officier est un homme politique. Tout officier est un homme politique. Les partis politiques sont... La question n'est pas là. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, la transition est-elle le cadre idéal aujourd'hui pour opérer ces changements? Ou bien, c'est un président qui va être élu dans je ne sais quelles conditions rapidement qui va opérer ces changements? C'est ça la grande question. Parce que qu'est-ce que nous disons? Aujourd'hui, si on ne se donne pas le temps nécessaire de très bien informer l'ensemble des Maliens de ce qui a mis à genoux ce pays-là, si on ne prend pas le temps nécessaire de sensibiliser l'ensemble des citoyens sur ce qui est devenu notre pays et comment il faut améliorer, si vous allez dans ces conditions à des élections, je peux vous assurer que ceux-là qui ont volé et mis à genoux ce pays-là vont encore gagner les élections et on va revenir à la case de départ. Parmi les partis politiques, il y a des présidents des partis politiques, des candidats qui sont extrêmement crédibles, qui sont des grands patriotes. Mais dans ce contexte actuel, ils ne feront pas le poids face à ceux qui ont amassé et volé des milliards. Ils sont en train d'attendre qu'on organise des choses, ils vont acheter tout le monde. Alors la stratégie, c'est quoi? Il faut se donner le temps de changer les choses, d'informer les Maliens de ce qui a mis à gérer notre pays, les préparer à des bons citoyens, et en ce moment, on va arriver à un cadre où les vrais patriotes, même s'il n'a pas un franc, pourra devenir président du Mali. D'accord. C'est ça la chose. Je vais avec vous. Vous allez voir tout de suite des ministres des Affaires étrangères qui ont une double nationalité. Mais c'est une insulte à notre intelligence. Quelqu'un qui a la nationalité malienne, il est français ou il est ministre des Affaires étrangères, mais il va vendre le pays. Ça, c'est des choses qu'il faut changer. Par ailleurs, le plus important, à mon avis, dans cette transition, c'est qu'on comprenne d'abord qu'entre nous, Maliens, c'est à nous de décider de l'avenir du Mali. D'accord. Et les militaires aujourd'hui, le plus grand défi pour notre pays, c'est d'abord la sécurité. Et la sécurité, il y a une dimension politique, il y a une dimension diplomatique et la dimension technique. Qu'est-ce qui a mis à genoux le pays? C'est parce que les militaires qui étaient au front avaient les mains liées, parce que les politiques faisaient autre chose et ils étaient obligés de se contenter de quelque chose. Aujourd'hui, les militaires détenteurs de la politique, détenteurs de la technique, détenteurs de la diplomatie, ils n'auront pas d'échappatoire, ils n'auront aucune excuse si d'ici quelque temps, le pays n'est pas sur les rails. D'accord. Alors, qu'est-ce qui nous empêche
de donner le temps nécessaire pour sauver les Mali. Ce n'est pas une question de la course au pouvoir. Hein. Il faut que les amis se calment. Ceux qui s'agitent, il faut qu'ils se calment. D'accord. Ils ont tous eu l'occasion de gérer. Aujourd'hui, il y a une transition. C'est parce que ça n'a pas marché qu'il y a une transition. Donc que les gens se calment et qu'on observe. Une fois le bilan de la transition présenté et la trajectoire connue, nous allons voir vers l'avenir les perspectives. Et en attendant de vous donner la parole, nous allons voir avec le ministre Zahabi ce qu'il pense des perspectives de cette transition. Le ministre Zahabi. Les perspectives sont bonnes. Moi, tu sais, mon frère, moi je vais te dire, la transition, elle a perdu les 12 premiers mois. Tu sais, nous, en tant que Maliens, moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche une carrière. Hein. Je suis à la retraite et je dis ce que je pense. J'aime mon pays, je dis ce que j'aime. On a perdu pratiquement 12 mois. Les premiers mois étaient avec les conditionnalités de la CEDEAO. Il faut reconnaître que les militaires avaient les mains entravées. Ça, c'est la vérité. Quelqu'un qui veut dire la vérité. Ils n'ont pas... Ils ont pris les doyens Mbandao, qui était un problème. Lui-même, il n'avait pas de vision. Il n'avait pas de vision. Il a pris un premier ministre aussi, qui est quelqu'un aussi qui n'avait pas une vision. Ça, même si, en tout cas, c'est mon point de vue de le dire. Mais c'est à partir de la rectification, comme ils l'ont fait au Burkina, quand il a voulu arrêter les autres et puis ils l'ont arrêté. C'est en réalité ça. Les gens te disent qu'il y a eu un coup d'État, il y a eu deux coups. Il n'y a pas eu coup d'État. Il y a quelqu'un des gens l'ont pris, ils l'ont amené, comme disent les Bambara. Quelqu'un qui lui fait confiance, tu l'amènes, il veut te trahir. Ils l'ont pris avant qu'il ne les prenne. Ça, c'est ça la vérité. Et tout le monde doit le connaître. Donc on a commencé réellement que quand Goïta est devenu président. Maintenant, comment on va faire? C'est vrai qu'il y a les contraintes. Le programme, qu'est-ce qui peut être fait avant la fin du délai? Maintenant, si la communauté internationale doit discuter avec nous, il faudrait, en tout cas, ce que moi je vois dans la mise en œuvre de l'accord, il y a eu une vraie prise en main du dossier. Le dossier, l'actuel gouvernement est en train de gérer cette question avec beaucoup de clarté. Et ils ont dit aussi au mouvement ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ça aussi, ça a un avantage. Et je pense que toutes les parties aujourd'hui, pour le volet mis en œuvre de l'accord, je ne parle pas des restes là, mais en tout cas pour ce volet, les choses commencent à être claires. Ils ont dit ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et on est en train de négocier avec les frères des mouvements qui font partie aussi du gouvernement de transition, ce qui est quand même important. Maintenant, la question du délai, il faudrait que nous, Maliens, on soit réalistes. Moi, je ne crois pas qu'il faut rentrer dans cette logique de dire, voilà, ça, on est d'accord, on n'est pas. On a un pays fragile, c'est regarder ce qu'on doit faire. Ce qui est prévu, c'est les élections. Les élections, comment on peut faire des élections crédibles, acceptées par tout le monde? Ce n'est pas sorcier, il faut se mettre ensemble et regarder les délais qu'on a. Est-ce que le délai nous permet de faire des élections crédibles et accessibles? Il ne s'agit pas de regarder que c'est X ou Y qui occupe le poste. Quel que soit ce qu'on fera, il y aura toujours, c'est un Malien qui va occuper ce poste. Mais regardons, est-ce que ce qu'il dit et ce qu'on cherche, est-ce qu'on peut le réaliser dans les délais? Et en fonction de ça, on doit être sans complexe, expliquer à nos partenaires, sans chercher à tromper X ou Y, dire voilà sur la table, nous on veut faire ça, et objectivement pour le faire, il faut ces délais. Et si nous tous nous tombons d'accord sur ces délais, je crois que nos partenaires vont aussi être compréhensifs. Mais ce qui est mauvais dans les transitions comme ça, c'est d'entretenir l'ambiguïté. Il ne faut pas entretenir l'ambiguïté. Parce que le Mali est pour nous tous, ce n'est pas pour ceux qui le gèrent aujourd'hui. Au contraire, celui qui est aux commandes, je suis convaincu qu'il dort moins que nous autres, parce qu'il a une lourde responsabilité sur les épaules, c'est sortir notre pays de cette situation. Voilà. Peut-on aller à des élections libres et crédibles avec ces délais? Avec ces délais,
Avec ce délai imparti, il faut être objectif. C'est difficile. Ce délai est difficile à tenir. Difficile à tenir parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Difficile à tenir parce que le pays n'est pas assez sécurisé. Difficile à tenir parce que on ne pourra pas, dans cette situation-là, arriver à un résultat qui ne sera pas contesté. Donc, pour qu'on aille vers une situation acceptable pour tous, il faut que tout le monde y participe. L'inclusivité, je le rappelais tantôt. Il faudrait aussi que ce soit dans une situation plus ou moins apaisée. Oui, mais comment faire participer tout le monde finalement? Il faut dialoguer. Il faut dialoguer avec les uns et les autres. Il ne faut exclure personne. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de justice, mais il faut dialoguer parce que la transition est une situation exceptionnelle, à un moment exceptionnel, comportement exceptionnel pour un résultat exceptionnel. Sinon, ça va être difficile chaque fois qu'une action est posée, qu'elle soit contestée dans la rue ou sur les plateaux ou ailleurs politiquement, ça va être difficile qu'on arrive à un résultat. Et surtout, l'autre pierre angulaire est de convaincre la communauté internationale d'accompagner. Nous n'avions pas jusque-là compris que nous sommes un pays sous tutelle. Et la tutelle peut durer 10, 15, 20 ans selon notre comportement face à la communauté internationale, notre comportement à l'interne pour pouvoir agir sur notre destin. Et ça, c'est le peuple malien ensemble qui a la baguette pour pouvoir agir sur ce destin-là et changer la donne. Okay. Sinon, les autres ne nous feront pas de cadeau. Ok. Moulay Keita, certaines organisations politiques ont déjà donné le temps. Pas question de proroger le délai de la transition. Oui, l'avenir devient sombre. Moi, je le dis, c'est vrai, c'est leur point de vue, mais ils ne peuvent pas parler à la place du peuple. Je le dis et je le répète. Ils représentent aussi une certaine opinion. Oui, ils représentent une certaine opinion où aujourd'hui cette opinion, il y a vraiment une rupture entre ces hommes politiques et la population. Oui, mais comment constater cette rupture? Cette rupture est constatée parce qu'aujourd'hui même, vous voyez que pour faire de la politique, les gens sont en train de créer des mouvements. Parce que dès que tu parles de partis politiques, ils ont tellement péché au Mali que le citoyen ne leur fait plus confiance. Ceux aujourd'hui qui sont en train de s'agiter à donner le temps qu'il faut que la transition, qu'on respecte le délai, on doit se poser une question. Est-ce que nous voulons une transition reçue ou nous voulons une transition dans le délai? Si nous voulons une transition dans le délai, on met un président de la République et le vote ne va se limiter qu'à Bamako et alentour. Et en ce moment, ce président, il va faire 6 mois, 1 année, après il y aura un coup d'État. On reprend à zéro. Donc, si c'est une transition reçue que nous voulons, il faut qu'on aille à fond pour faire les réformes. Mais si c'est une transition dans le délai qui n'est pas souhaitée par la population, mais qui est souhaitée par une franche couche d'hommes politiques, des fois qui ne sont même pas en symbiose avec leur base. Donc aujourd'hui, ceux-ci ont peur de se retrouver en prison parce qu'ils savent qu'ils ont péché. On le sait tous, ils savent tous qu'ils ont des dossiers. Mais ce qui est marrant, même en regardant cette couche qui est en train de faire cette déclaration, des gens sur lesquels on comptait pour animer la scène politique se sont laissés enrouler dans la farine par des gens qui ont péché. D'accord. Aïdara, peut-on aller à des élections crédibles avec ce délai qui est imparti à la transition? Bon, moi je pense que tout dépend justement, encore une fois, de la volonté du peuple malien d'avancer ensemble. C'est justement l'idée de me dire qu'on ne peut pas séparer le peuple malien. On ne peut pas tenir des discours pour dire vous avez des politiques d'un côté, vous avez le peuple de l'autre. Ce n'est pas vrai. Nos partis politiques sont composés des hommes et des femmes qui, au quotidien, se nourrissent dignement, je l'ai dit. Ce ne sont pas des gens que vous voyez sur les plateaux. C'est le quotidien. Ce que vous appelez peuple, ce sont eux, les gens qui composent nos partis politiques. C'est aussi simple que ça. Vous partez chez moi en commune 5, vous partez à Sabali-Bougou, les gens au quotidien qui n'ont même pas d'électricité souvent chez eux, c'est eux qui composent nos partis politiques. C'est eux, c'est la couche populaire. Mais ils n'ont pas droit à la parole. Hein. Mais bien sûr qu'ils ont droit à la parole. Ah oui, mais ça c'est... Attendez. On ne peut pas se mettre... On va laisser Aïdara développer ça. Ces gens n'ont pas droit à la parole. Ce qui me dérange, c'est lorsque on peut se mettre hors de nos partis et se faire expert de nos partis et nous faire la morale et la leçon. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas un responsable à haut niveau de mon parti, j'ai droit à la parole. Au sein du parti, ce sont ceux-ci qui élisent nos responsables. Ce sont ceux-ci qui sont souvent maires, qui n'ont rien. Et ça, vous pouvez vous rassurer pour vous renseigner partout. Au sein de l'ADEMA, lorsqu'on est candidat, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour être candidat. Ça, vous pouvez le dire partout.
Et vous, si vous regardez nos élus, la plupart du temps, c'est des gens qui viennent de cadres modestes. Parce que c'est l'ADEMA Donc, qui a créé des tout fonctionnaires simplement, milliardaires. tout ceci, c'est un autre débat. Les fonctionnaires milliardaires, c'est sous l'ADEMA. Vous savez, vous ne pouvez pas faire la justice à la place de la justice. Il faut qu'on soit clair. Vous savez, moi, j'ai confiance à la justice a les dossiers, la justice l'assume. Vous ne pouvez pas faire le verdict à la place de la justice. Donc, il faut que aussi on arrête cela. Le Mali-Croix aussi, c'est cela. Lorsqu'on met des institutions en place, on ne peut pas, parce qu'on veut que ça aille dans notre sens, qu'il faut faire les choses dans cet esprit-là. Il faut laisser la justice faire son travail. C'est aussi simple que ça. Quand il parle de la corruption, quand il parle des gens qui se retrouvent en prison, c'est très bien, mais il n'y a pas que les politiques qui ont des dossiers au pôle économique. Ça, vraiment, il faut qu'on ait cette humilité de se dire que nous avons des institutions de la République et que ces institutions, nous les faisons confiance et que ces institutions font leur travail. Il faut les mettre à leur travail. Ça, personne n'a dit le contraire. Ceux qui ont péché, on n'a qu'à les prendre, ça ne nous pose absolument aucun problème. Maintenant, pour revenir à votre question, aujourd'hui, nous avons, je le dis, je le répète, le Premier ministre, d'abord, à mon sens, il faut éviter ce double langage tel qu'aujourd'hui, justement, tenu par M. Keïta. On ne peut pas dire on fait confiance à un Premier ministre et en même temps vouloir lui dire que lui-même, son engagement, et ce qu'il a dit, ce n'est pas possible. C'est ça le débat. C'est-à-dire, aujourd'hui, lui, il soutient dès à présent que nous ne pouvons pas tenir les délais des élections. Mais ce n'est pas ce que le Premier ministre a dit. Le Premier ministre, il s'est engagé justement à faire les réformes et à faire les réformes dans les délais. C'est lui qui l'a dit. Et je pense que le minimum... Je ne suis pas obligé de suivre ce que... Je suis d'accord, mais je parle... Je suis un citoyen. Non, j'ai dit tout simplement qu'aujourd'hui, je reviens encore là-dessus. Second élément. Si nous voulons faire les élections à Bamako, second élément, c'est le peuple malien, dans toute sa souveraineté. Non, je n'ai pas dit qu'il faut aller aux élections. J'ai dit tout simplement que nous devons aussi respecter celui qui est au pouvoir, celui qui est en charge de la question. Il s'est engagé sur le deuxième élément, c'est que c'est le peuple malien, en toute souveraineté, qui s'est réuni, avec surtout ce qu'on appelait même les forces de changement, pour dire voilà ce que nous proposons avec notre charte. À partir de là, si nous voyons, il faut qu'on pose des actes justement pour aller dans ce sens. Maintenant, à un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre a prévu d'aller aux assises nationales. Et c'est l'occasion justement de mettre toutes les questions sur la table et de se mettre d'accord définitivement sur un certain nombre d'éléments. Ok. Monsieur Mohamed Ousmane, si on n'arrivait pas à tenir le délai de la transition, qu'est-ce qu'il doit être fait finalement? Moi, je crois que déjà, il faut... je suis d'accord avec ceux qui pensent que ça va être très difficile de mettre en œuvre tout ce qu'il faut mettre en œuvre dans cette transition. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a des choses qu'on ne peut réaliser que dans une transition. Elle est faite pour ça. Contrairement à beaucoup de gens qui pensent que la transition, c'est quelque chose qu'il faut bâcler rapidement. Non. La transition, quand elle arrive, c'est parce qu'il y a un malaise, il y a un problème. Donc elle doit régler ces problèmes, mettre les choses sur les rails et puis passer les témoins dans un climat serein, apaisé à quelqu'un qui peut vraiment sauver le pays. Mais pas le contraire. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que la transition, c'est 2 jours pour donner du pouvoir à quelqu'un. Aujourd'hui, ça, c'est dangereux. Le plan d'action de Choguel, effectivement, il l'a calé sur un certain nombre de mois pour être conforme à la charte. Mais il n'a jamais dit qu'il va scrupuleusement le respecter ou il ne sera pas prolongé. Il a l'obligation de caler ses programmes. Mais nous l'avons tous Sauf qu'il a clairement indiqué qu'il va respecter, en tout cas, les calendriers présentés. Il faut les différentes interventions. Vous trouvez toujours un objet là-dedans qui vous fait comprendre qu'il y a toujours des conditionnalités. Le terrain, beaucoup a parlé du terrain. Le terrain et le contexte vont déterminer ce que nous faisons. Parce que ce n'est ni les délais ni les acteurs que nous regardons. C'est le Mali que nous regardons. Aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est la sécurité. C'est vraiment la sécurité. Et la sécurité, de tout le temps, ça a été l'affaire des militaires. Ce qui a manqué, c'est des bons politiques. Aujourd'hui, il serait dangereux de dire aujourd'hui qu'il faut quitter dans ce contexte-là et confier des politiques à quelqu'un qui n'est pas acteur directement. Il faut être raisonnable. D'accord. Il faut vraiment être raisonnable. Maintenant, ce que je vais ajouter là-dessus, Zabi a dit quelque chose qui est extrêmement important tout à l'heure. Il a parlé tout de suite comment dirais-je, quel est le terme qu'il a utilisé. De toutes les façons, aujourd'hui, il est extrêmement important de considérer que les questions liées à l'accord, Zabi l'a dit tout à l'heure, il y a la capacité du gouvernement, il y a ce que les mouvements doivent apporter comme sacrifice. Okay. Il y a un avantage aujourd'hui que l'ensemble des mouvements signataires de l'accord aujourd'hui puissent faire les sacrifices
en termes de contribution pour permettre l'accélération de ce processus. D'accord. Ça, c'est une opportunité qui Ok. n'est pas donnée On va vous à retourner certains la parole. politiques et qui n'est facile qu'avec ceux qui sont directement concernés par les questions sécuritaires. Ok, peut-être un dernier tour de table sur cette plainte que l'avocat de Bandao et de Mokhtar-Wane vient de déposer contre Assimi Goïta pour détention arbitraire, séquestration. Chambel Guimaïra. Nous sommes dans un état de droit et quand une personne se sent lésée, il fait face à la justice et la justice est indépendante. En principe, elle l'est. Dans un état de droit, même si nous sommes dans une situation exceptionnelle, je crois qu'il faut faire confiance à la justice. Je fais confiance à la justice malienne. Je crois qu'elle peut faire la part des choses et tirer. Je crois qu'une fois que la justice se rend, elle est rendue au nom du peuple, elle s'applique au peuple et tout le monde doit accepter ce verdict-là. C'est vrai que cette situation est regrettable qu'un Premier ministre ou un ancien président, soit-il de la transition, se retrouve dans des situations contraignantes. Maintenant, s'il y a des dossiers probants sur eux, prouvant leur implication dans une action ou une autre action, c'est la seule justice qui est responsable pour répondre, pour qu'ils aillent répondre de leurs actes. Je crois qu'ils ne devraient pas être traités en dehors de la justice. C'est valable pour Bandao, c'est valable pour Mokhtar-Wane, c'est aussi valable pour Assimi Goïta et d'autres qui viendront à la tête de ce pays. Ok, Moulay Keïta, Assimi désormais sous le coup d'une plainte par rapport à ces dossiers Bandao, Mokhtar-Wane. Bon, avant de... Peut-être vous n'avez que 30 secondes. Bon, avant de répondre un peu à cette question, je vais aller rapidement par rapport à ce que mon frère vient de dire. Il est d'accord avec la charte, tout ce qui est écrit dans la charte, il est d'accord avec la charte. Et si nous sommes aussi d'accord que Assimi Goïta est le président de la transition, nous devrons comprendre que dans la charte, c'est écrit noir sur blanc, la transition commence au moment où le président de la transition prête serment. D'accord, pour revenir à ma question. Et pour revenir un peu à votre question par rapport à tout ce qui concerne Bandao et Mokhtar-Wane, moi je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à cette situation. C'est juste, selon les informations que j'ai, ils sont là-bas pour maintenir leur sécurité. Imagine bien, ils ne sont pas séquestrés, comme on le dit dans les documents sur les réseaux. Mais aujourd'hui, au Mali, mais pourquoi leur avocat a finalement porté plainte? Oui, mais c'est normal. Moi, je me souviens, la première fois, quand on voulait les mettre en liberté, on les a dit de signer certains documents, ils ont refusé. Ils ont refusé, parce qu'on a dit, bon, écoutez, de la manière dont les choses sont en train... c'est vous qui le dites, hein? Oui. Okay. On les a dit, bon, si vous voulez, nous, on vous garde pour votre propre sécurité, mais voilà, vous devrez signer des documents si vous voulez sortir. Ils ont refusé. Donc, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train de prendre cette situation et la politiser, en fait. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas pourquoi il la politise, sinon Bandao, ancien président de la transition, Mokhtar-Wane, ancien premier ministre de la transition. Et je crois que les droits de l'homme ont passé dans leur maison. Eux-mêmes, ils ont dit que, bon, voilà, ils ne voient pas de trucs par rapport oui, malgré tout, l'avocat porte plainte. Oui, mais c'est normal. C'est pourquoi j'ai dit qu'on est en train de le politiser. S'ils veulent porter plainte contre Assimi, mais tout le monde le voit, en tant que président de la transition, il a autre chose à faire que de s'attaquer à un Banda ou à un premier ministre. M. Haïdara, une plainte contre le président de la transition, on peut désormais dire que le dossier Assimi et le dossier Bandao, Mokhtar-Wane, désormais une patate chaude entre les mains de la transition. Non, moi je dirais tout simplement qu'ils usent de leurs droits et ils ont ce droit-là. Maintenant, politisé ou pas, je pense que les gens ont le droit d'user de leurs droits. Et c'est un droit. Donc leur avocat a décidé qu'il faut passer par ce chemin-là pour en tout cas garantir leur liberté, qui est un droit fondamental. Moi, je n'ai pas à juger cela. Maintenant, pour moi, effectivement, tel que c'est présenté, ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Il est bon que cette question soit traitée au plus tôt pour que le pays puisse faire face aux enjeux de l'heure. Ok. L'image du Mali sort... Je ne crois pas que ça touche l'image du Mali. Le Mali, son image est trop grande pour qu'elle soit entachée par ce genre de comportement. Moi, je pense qu'ils ont le droit effectivement de se plaindre, mais ils auraient pu avoir un peu de pudeur. Parce que je crois que Bandao gagnerait beaucoup plus de temps en faisant une grande plaidoirie pour justifier pourquoi il est parti au moins 5 fois en France alors qu'il n'est jamais arrivé à Baguineda. Et justifier quel intérêt il a à diviser l'armée malienne,
à créer un malaise au sein de l'appareil militaire. Il a tout ça. Donc il a intérêt à préparer un très bon avocat. Il n'a pas eu l'occasion lui-même. de donner sa part de vérité. Non, il en a eu toujours l'occasion. Peut-être que l'occasion qu'il n'a pas eu, c'était de mettre les pays à genoux. D'accord. Et ça, c'est Dieu qui a préservé le Mali. Et il faut reconnaître ça à Dieu. Il a tenté de nous mettre à genoux, ça n'a pas marché. Donc c'est plutôt lui qui doit beaucoup se préparer pour expliquer ces deux aspects-là et bien d'autres. Donc ce n'est pas une tâche pour le Mali, ça je peux vous l'assurer. 10 secondes, allez-y. En fait, moi, ce que je voulais ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, les Maliens n'arrivent pas à tirer la leçon des coups d'État passés. En 2012, on nous a précipité vers des élections, le retour à l'ordre constitutionnel, mais on savait très bien que ce n'était pas le moment. Et aujourd'hui, on est en 2021. 2 coups d'État. D'accord. Et aujourd'hui, on sait très bien que le Mali, aujourd'hui, il y a un grand malaise qu'il faut diagnostiquer et trouver la bonne formule. D'accord. Et si on ne le fait pas, on va aller de coup d'État en coup d'État. Et c'est les militaires qui vont toujours revenir, même si on ne veut pas voir leur tête. Ok. Monsieur Sirivé, cela ne doit pas empêcher qu'on doit mettre les Maliens ensemble pour décider. Mais on ne peut pas jouer à des petits jeux en disant c'est au moment où le président ça ne marche pas. Mettre les Maliens ensemble. Les petits jeux, on est là-dedans. Non, ce n'est pas des petits jeux. On doit mettre les Maliens ensemble, mais pas avec ceux qui ont pied sur On est d'accord. Malheureusement, on est d'accord. Et il n'y a pas que les politiques. On est complètement d'accord. Les politiques ont péché, il faut Keita, s'il vous plaît. Péché. Beaucoup ont péché. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard croisé qui recevait Chambel Gimbayara, directeur de publication du journal La Voix du Peuple, Moulay Keita du mouvement La Voix du Mali, Moulay Keita du mouvement Faso Tchebaleon, Ibrahim Aïdara de l'ADEMA PSJ et Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun du mouvement de l'inclusivité. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous allez suivre votre émission de divertissement. La télé fait son show avec Abouakar Sakor, alias Plaisir.